Après le divorce, j'ai cumulé 3 emplois, économisant chaque euro pour élever mon enfant. Jusqu'à ce que ma mère demande, où est ta carte de paiement VIP? Pourquoi paies-tu en espèces? Je me suis figé. Qu'est-ce que tu viens de dire, maman? Le visage de ma sœur est devenu blême. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple course au supermarché à Lyon se transformerait en une révélation qui briserait mes années de lutte silencieuse. Je suis Hélène, une mère célibataire de 32 ans qui cumule 3 emplois épuisants juste pour rassembler assez d'argent pour survivre. L'air à la caisse du Monoprix gourmet était suffocant alors que je comptais frénétiquement des billets d'euros froissés sortis de la poche de mon uniforme pour payer les courses coûteuses. Ma mère se tenait à côté de moi, observant mes mains tremblantes avec une intensité qui me nouait l'estomac d'anxiété. J'ai essayé d'esquisser un faible sourire en tendant à la caissière une liasse de billets, car je voulais prouver que je pouvais me débrouiller seul. Elle a soudainement tendu la main pour saisir mon poignet avant que je puisse terminer le paiement. Le bruit du magasin animé a semblé s'estomper alors qu'elle me regardait droit dans les yeux avec une profonde confusion. Pourquoi paies-tu en espèces alors que tu as la carte VIP que je t'ai envoyée? Mon cœur a cessé de battre pendant une seconde, car ces mots n'avaient absolument aucun sens pour moi. Je les regardais, vide, pendant que la caissière attendait maladroitement que nous réglions le paiement. Ma mère a baissé la voix pour demander, « Hélène, où est la carte noire avec la limite mensuelle de 10 000 euros que je t'ai envoyée pour toi et ton fils ?» Mes genoux ont presque fléchi alors que la terrible vérité commençait à se faire jour, là, dans la file d'attente. Si cette trahison choquante vous serre le cœur, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de drames familiaux réels. Partagez dans les commentaires ce que vous feriez si vous découvriez qu'un membre de votre famille avait volé votre vie. Pour vraiment comprendre le choc paralysant que j'ai ressenti à la caisse, il faut revenir sur l'arrangement qui a régi mon existence au cours des 6 derniers mois. Je suis arrivé à Lyon avec rien d'autre que 2 valises et mon fils de 5 ans, Léo, après un divorce brutal qui m'a laissé émotionnellement anéanti et financièrement ruiné. Ma sœur aînée, Chloé, était la seule personne vers qui je pouvais me tourner, car je croyais que la famille était le seul filet de sécurité qui ne se romprait jamais. Elle nous a accueillis dans son appartement avec un sourire que je voulais désespérément interpréter comme une chaleur sincère plutôt qu'un calcul. Chloé a immédiatement établi un système strict pour notre cohabitation, prétendant qu'elle devait me protéger de mon propre mauvais jugement financier. Elle a insisté sur le fait qu'elle s'occuperait de tous les investissements à long terme et de la communication avec notre mère pendant que je me concentrerai uniquement sur la génération d'argent liquide immédiat pour notre survie quotidienne. Chloé m'a fait asseoir le premier soir pour m'expliquer que maman était censément furieuse de mon divorce et avait décidé de couper tout soutien financier pour me donner une leçon. J'ai ressenti un poids écrasant de culpabilité, pensant que mon échec personnel avait aliéné la femme qui m'avait élevé. Chloé a promis d'arranger les choses à terme, mais m'a prévenu que je devais prouver mon indépendance pour regagner le respect de la famille. J'ai accepté ces conditions sans poser une seule question, car mon estime de soi était déjà brisée par les procédures judiciaires. La réalité de prouver ma valeur signifiait adopter un emploi du temps éreintant qui ne me laissait pas le temps de réfléchir ou de remettre la situation en question. Ma journée commençait bien avant que le soleil ne se lève sur l'horizon lyonnais, avec une alarme stridente à 4 heures du matin. Je travaillais comme agente d'entretien dans un gratte-ciel de bureau dans le quartier de la Pardieu, où je récurais les toilettes et vidais les poubelles pour des gens qui ne connaîtraient jamais mon nom. L'odeur de l'eau de Javel industrielle est devenue une partie permanente de ma peau et me piquait le nez même après ma douche. Je devais me dépêcher de rentrer à l'appartement à 7 heures pour préparer Léo pour l'école avant de me rendre immédiatement à mon 2e emploi. L'humiliation silencieuse de nettoyer derrière des étrangers était quelque chose que j'enfouissais profondément en moi pour continuer. Je passais le coup de feu du déjeuner à servir des tables dans une brasserie animée où les pourboires étaient maigres et les clients souvent exigeants. Mes pieds gonflaient dans mes chaussures antidérapantes bon marché alors que je portais de lourds plateaux pendant 8 heures d'affilée sans véritable pause. Chaque euro que je gagnais grâce à ces quarts de travail épuisants allait directement dans le bocal sur le comptoir de la cuisine que Chloé utilisait pour nos courses et nos factures. Elle me disait que ma contribution couvrait à peine la surface de ce que coûtait le logement de 2 personnes supplémentaires dans son espace. J'acceptais son explication sans hésiter, car je n'avais plus d'énergie pour discuter ou calculer les factures réelles. Les conditions de vie dans l'appartement servaient de rappel constant de mon statut de seconde zone entre ces murs. Chloé occupait la spacieuse chambre principale, qu'elle maintenait à une température parfaite de 20 degrés Celsius tout au long de l'été étouffant. Elle dormait sur un matelas queen size moelleux avec des draps coûteux, tandis que Léo et moi étions relégués dans le salon.
Nous dormions sur un canapé en cuir collant qui irradiait la chaleur et rendait presque impossible une nuit de sommeil réparatrice. La bouche d'aération de la climatisation dans le salon était commodément cassée, selon Chloé, de sorte que l'humidité pesait lourdement dans l'air chaque nuit. Je me réveillais souvent trempé de sueur et voyais la lumière bleue de la télévision scintiller sous la porte de la chambre de Chloé. Elle prétendait être debout tard pour faire des recherches sur les actions et gérer ses investissements commerciaux en ligne afin de garantir notre avenir. Je n'osais jamais frapper ou demander comment allaient les investissements, car elle me lançait que j'étais trop simple pour comprendre la haute finance. La disparité entre son confort et notre lutte était quelque chose que j'acceptais comme le prix de sa générosité à nous accueillir. Je me disais que dormir sur un canapé chaud valait mieux que d'être à la rue et que je devais simplement travailler plus dur pour arranger ma vie. 3 mois après le début de cette routine épuisante, les fissures de mon endurance silencieuse ont commencé à s'élargir pour devenir des gouffres béants que je ne pouvais plus ignorer ou colmater avec de faux espoirs. L'équilibre précaire que je luttais pour maintenir s'est complètement effondré un mardi matin alors que je me dépêchais de préparer Léo pour l'école maternelle. Je me suis agenouillé pour l'aider à lasser ses baskets et j'ai senti mon cœur se briser quand j'ai vu son gros orteil qui sortait par un trou dans la toile usée. La semelle en caoutchouc se décollait du tissu comme une feuille morte, car c'étaient les mêmes chaussures qu'il portait depuis que nous avions quitté son père. J'ai essayé d'utiliser un marqueur noir pour colorier sa chaussette afin que le trou soit moins visible, mais la honte d'envoyer mon enfant à l'école en haillons était physiquement douloureuse. J'ai attendu que Léo soit en sécurité dans le bus scolaire avant de retourner à l'appartement pour affronter la réalité financière qui nous étranglait. Chloé était assise à l'îlot de cuisine, sirotant un café glacé coûteux tout en faisant défiler sa tablette avec un air d'indifférence détendue. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer mes mains tremblantes, car lui demander de l'argent me donnait toujours l'impression d'entrer dans la fosse aux lions. J'ai expliqué que Léo avait besoin de nouvelles chaussures immédiatement et j'ai demandé si je pouvais retirer seulement 50 € des fonds qu'elle prétendait économiser pour nous. Chloé n'a même pas levé les yeux de son écran en laissant échapper un ricanement sec et méprisant qui m'a fait sursauter. Elle a finalement levé les yeux pour me regarder avec un mélange de pitié et de dégoût qui m'a fait me sentir incroyablement petite. Toi? Tu as vraiment le culot de me demander de l'argent alors que tu couvres à peine ta part des factures, Hélène? Sa voix était calme mais chargée de venin alors qu'elle énumérait toutes les dépenses imaginaires qu'elle était censée couvrir pour nous. J'ai essayé de faire valoir que je lui avais donné chaque euro de mes pourboires, mais elle m'a interrompu d'un geste de sa main manucurée. Arrête d'être une profiteuse et apprends à mieux gérer ta vie, car jeter de l'argent sur les problèmes est la raison pour laquelle tu es une mère célibataire sans rien à ton nom. J'ai quitté l'appartement avec des larmes me piquant les yeux, car je savais que toute discussion supplémentaire ne mènerait qu'à ce qu'elle menace de nous mettre à la porte. J'avais besoin d'argent pour ces chaussures immédiatement. J'ai donc téléchargé une application de livraison comme Uber Eats et je me suis inscrite pour être chauffeuse pendant les heures dangereuses de la fin de soirée. Mes nuits se sont transformées en un flou de navigation dans des quartiers inconnus et souvent mal éclairés de Lyon pour livrer de la restauration rapide à des étrangers. Je conduisais dans des zones où des gens traînaient au coin des rues et où les lampadaires étaient cassés, priant pour que ma vieille voiture ne tombe pas en panne dans le noir. L'épuisement dû à mes 3 emplois s'est installé profondément dans mes os, rendant mes membres lourds comme du plomb chaque fois que je montais les escaliers pour retourner à l'appartement. L'isolement s'est aggravé quelques semaines plus tard, lorsque je suis rentré tôt entre 2 quarts de travail et que j'ai aperçu une épaisse enveloppe bleue sur le comptoir. Mon cœur a bondi, car j'ai immédiatement reconnu l'écriture élégante et bouclée comme étant celle, distinctive, de maman. J'ai tendu la main pour la saisir avec une vague d'espoir, mais Chloé l'a arrachée à une vitesse fulgurante avant que mes doigts ne puissent effleurer le papier. Elle l'a jeté nonchalamment dans la poubelle en me disant que c'était juste une autre offre de carte de crédit adressée au locataire précédent. Tu dois vraiment arrêter d'être obsédée par le courrier, Hélène, car maman est trop occupée à profiter de sa retraite pour écrire des lettres à une déception. Son contrôle s'étendait de manière terrifiante aux quelques interactions numériques que j'étais autorisé à avoir avec notre mère. Chaque dimanche soir, Chloé lançait un appel vidéo avec maman, mais la configuration était toujours soigneusement mise en scène pour cacher notre réalité. Elle tenait le téléphone elle-même, inclinant la caméra pour qu'elle ne montre que nos visages souriants et aucune des conditions de vie exiguës. Avant d'appuyer sur le bouton de connexion, elle se penchait près de mon oreille et murmurait une menace glaçante qui me figeait le sang dans les veines. Si tu verses une seule larme ou dis un seul mot négatif sur la vie ici, toi et Léo dormirez dans un refuge ce soir. J'arborais un sourire éclatant et douloureux sur mon visage dès que l'image de maman apparaissait à l'écran, car j'étais terrifié à l'idée de perdre le toit au-dessus de la tête de Léo. Maman demandait comment nous allions,
et je mentais effrontément pendant que Chloé me surveillait avec l'intensité prédatrice d'un faucon. Je disais à maman que la recherche d'emploi se passait très bien et que Chloé était un véritable ange de nous héberger. La douleur de mentir à la seule personne qui pouvait m'aider était atroce, mais la peur des représailles de Chloé était bien plus forte. Je pouvais voir maman regarder mes yeux fatigués à travers l'écran pixelisé, mais Chloé détournait rapidement la caméra pour parler de son propre succès fictif, coupant court à toute chance pour moi de demander de l'aide. Un mardi après-midi humide, le silence oppressant de l'appartement fut brisé par la sonnerie stridente du smartphone de Chloé posé sur l'îlot de cuisine en marbre. J'étais en train de plier un panier de linge sur le sol du salon quand j'ai vu Chloé jeter un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le sang quitter instantanément son visage habituellement calme. Elle a répondu d'une voix tremblante qui ne ressemblait en rien au ton impérieux qu'elle utilisait avec moi, offrant des salutations polies avant de tomber dans un silence stupéfait tandis que la personne à l'autre bout du fil parlait. Chloé a mis fin à l'appel et m'a regardé avec de grands yeux terrifiés qui signalaient une catastrophe imminente qui perturberait notre fragile écosystème. Maman a décidé de prendre l'avion pour le week-end, car elle a une escale à Lyon et veut voir comment nous nous installons. La panique qui s'est emparée de ma sœur fut immédiate et la transforma d'une tyranne léthargique en un tourbillon frénétique d'énergie nerveuse. Elle m'a immédiatement ordonné d'appeler mes superviseurs à l'entreprise de nettoyage et à la brasserie pour demander un congé sans solde pour les 2 prochains jours afin que je puisse l'aider à désinfecter notre espace de vie. J'ai essayé de protester en disant que manquer des quarts de travail signifierait perdre les pourboires dont j'avais besoin pour l'argent du déjeuner de Léo, mais Chloé m'a interrompu avec un regard qui promettait des représailles si je désobéissais. Elle a passé les 48 heures suivantes à purger l'appartement de toute preuve qui trahirait son style de vie somptueux ou notre pauvreté désespérée. J'ai regardé, confuse, pendant qu'elle rassemblait sa collection de sacs à main de créateur et la machine à expresso coûteuse pour les enfermer dans le placard de rangement habituellement réservé aux fournitures d'entretien. Chloé m'a fait frotter les plaintes et polir les fenêtres jusqu'à ce que mes bras me fassent mal, car elle voulait que l'appartement ait l'air respectable mais pas extravagant. Elle a enlevé les impressions d'art coûteuses qu'elle avait achetées en ligne et les a remplacées par des décorations génériques qu'elle a sorties du rangement pour créer une illusion de vie modeste. Une fois la transformation physique de l'appartement terminée, elle s'est tournée vers la création du récit de ma vie. Elle m'a coincé dans la cuisine alors que j'essuyais les comptoirs et m'a agrippé les épaules avec une intensité douloureuse pour s'assurer que j'écoutais chaque mot. Tu dois lui dire que tu es complètement autonome et que je t'aide juste à te remettre sur pied de manière informelle. J'ai hoché lentement la tête, car j'étais trop épuisé pour la combattre, mais elle a resserré sa prise pour souligner la gravité de ses instructions. Chloé m'a martelé le scénario en tête à plusieurs reprises jusqu'à ce que je puisse réciter les mensonges sans bégayer ni détourner le regard. Elle a insisté sur le fait que si je me plaignais de l'argent ou de mes emplois, maman me verrait comme une ratée qui entraînait sa sœur qui réussissait vers le bas. La peur d'être abandonnée par la seule famille qui me restait m'a fait accepter de participer à cette mascarade élaborée. Au moment où le vendredi soir est arrivé, j'étais une boule de nerfs debout près de la porte, attendant le bruit d'une voiture s'arrêtant dans l'allée. Maman est arrivée, se déplaçant avec l'élégance naturelle et la chaleur qui m'avait si désespérément manqué pendant ces mois d'isolement. Elle est entrée dans l'appartement vêtue d'un tailleur en lin qui sentait la lavande et a immédiatement ouvert les bras pour nous étreindre toutes les deux. J'ai senti des larmes piquer au coin de mes yeux en entrant dans son étreinte, car sa présence ressemblait à une sécurité que j'avais oubliée. Elle m'a tenu un long moment avant de se reculer pour m'examiner avec un froncement de sourcils de véritable inquiétude gravant des lignes sur son front. Mon Dieu, Hélène, on dirait que tu n'as que la peau sur les os sous cette chemise. J'ai ouvert la bouche pour expliquer que j'avais sauté des repas pour m'assurer que Léo avait assez à manger, mais Chloé est intervenue avant que je puisse émettre un son. Elle s'est placée entre nous avec un grand faux sourire plaqué sur le visage et a posé une main sur mon épaule. Elle a essayé cette nouvelle tendance du jeûne intermittent pour retrouver son corps d'avant bébé, maman. J'ai forcé un faible hochement de tête pour corroborer le mensonge, car je sentais les ongles de Chloé s'enfoncer en guise d'avertissement dans ma peau à travers le tissu de mon chemisier. Maman a semblé peu convaincue par l'explication, mais a choisi de ne pas insister sur le moment, tournant son attention vers Léo pour le saluer. La soirée s'est déroulée dans un flou de gaieté forcée, où je devais surveiller tout ce que je disais pour éviter de contredire la réalité fabriquée par Chloé. Nous avons mangé un dîner simple que Chloé avait préparé pour qu'il ressemble à notre repas habituel, bien qu'il soit bien meilleur que la soupe en conserve que Léo et moi mangions généralement. Après que tout le monde se soit retiré pour la nuit, je suis resté éveillé sur le canapé inconfortable du salon, écoutant les bruits de l'appartement qui s'installait. J'ai entendu le craquement distinct du plancher provenant de la chambre principale, suivi du bruit d'un objet lourd traîné sur le sol.
On aurait dit que Chloé déplaçait des meubles ou récupérait quelque chose du fond de son placard, maintenant qu'elle pensait que nous étions tous endormis. Les bruits secrets ont continué pendant près d'une heure, suscitant un profond malaise dans mon estomac que je ne pouvais pas chasser. J'ai resserré la fine couverture autour de mes épaules et je me suis demandé ce que ma sœur cachait d'autre derrière la porte verrouillée de sa chambre. Tôt le lendemain matin, Chloé a prétendu avoir une migraine invalidante qui l'empêchait de quitter le sanctuaire obscur de sa chambre. Elle est sortie brièvement, portant un masque de sommeil en soie relevé sur son front, pour annoncer de manière dramatique qu'elle avait besoin d'un silence absolu pour se remettre de la douleur fulgurante dans son crâne. Je soupçonnais qu'elle voulait simplement éviter de passer la journée avec maman. Ou peut-être qu'elle voulait l'appartement pour elle-même afin de se détendre sans prétendre être occupée. Son refus de se joindre à nous signifiait que j'étais la seule à accompagner maman dans sa mission de remplir le réfrigérateur de nourriture de haute qualité pour Léo. Maman a insisté pour nous conduire au Monoprix Gourmet, car elle a déclaré qu'un garçon en pleine croissance avait besoin de nutriments biologiques plutôt que des repas à prix réduit et transformés dont nous survivions. Se promener dans les allées du supermarché haut de gamme, c'était comme entrer dans un pays étranger où les étiquettes de prix étaient de simples suggestions plutôt que des barrières. Maman poussait le chariot avec une énergie déterminée, y jetant des paquets de bœuf de Kobe et de baies biologiques qui coûtaient plus que ce que je gagnais en un quart de travail entier. Je la suivais avec un nœud d'anxiété grandissant qui se serrait dans mon estomac, calculant mentalement le total courant des articles qui s'empilaient dans le chariot. J'ai essayé de suggérer des alternatives moins chères pour les fromages importés et les huiles de truffe spécialisées, mais maman a balayé mes préoccupations d'un revers de main désinvolte qui m'a fait me sentir encore plus inadéquate. Elle semblait croire que j'étais simplement économe plutôt que réellement terrifié par le chiffre final qui apparaîtrait sur l'écran de la caisse. Le moment de vérité est arrivé lorsque nous avons atteint la caisse et que la caissière a commencé à scanner la montagne de produits d'épicerie de première qualité avec un son de bip rythmique et implacable. J'ai regardé l'affichage numérique grimper de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il se stabilise finalement sur un total stupéfiant d'un peu plus de 700 €. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable alors que je fouillais dans mon sac à main pour récupérer l'enveloppe où je gardais les pourboires en espèces que j'avais minutieusement économisés pour les urgences. J'ai commencé à compter les billets froissés sur le comptoir pendant que les gens derrière nous dans la file soupiraient avec une impatience audible. La honte de payer des articles de luxe avec de l'argent froissé et sale me brûlait le visage d'une humiliation à laquelle je voulais échapper. Maman a observé ma lutte pendant quelques secondes avant de tendre la main pour couvrir fermement la mienne afin de m'empêcher de poser un autre billet sur le comptoir. Elle m'a regardé avec un mélange de confusion et d'irritation qui a tranché mon embarras comme un couteau. « Range ces billets sales tout de suite, car je ne comprends pas à quel jeu tu joues avec moi, Hélène. » J'ai levé les yeux vers elle, les larmes me piquant les yeux, car je ne savais pas comment d'autres elle s'attendait à ce que je couvre une dépense aussi énorme. « Je n'ai pas d'autre moyen de payer pour ça, maman. Alors, s'il te plaît, laisse-moi juste m'en occuper. » Elle a froncé profondément les sourcils et s'est penchée plus près pour murmurer afin que la caissière n'entende pas notre dispute familiale privée. « Où est la carte noire avec la limite mensuelle de 10 000 € que je t'ai envoyée il y a 6 mois ?» La question flottait dans l'air entre nous comme un objet physique que je ne pouvais pas comprendre, peu importe mes efforts. Je l'ai regardée, vide, car je n'avais absolument aucune idée de ce dont elle parlait. « De quelle carte parles-tu, maman ?» La couleur a quitté son visage alors qu'elle réalisait que ma confusion était authentique et non un acte de défi. « J'ai envoyé un colis prioritaire contenant une carte noire American Express pour toi et Léo exactement 2 semaines après votre déménagement à Lyon, dit-elle d'une voix qui commençait à trembler de colère montante. Chloé m'a confirmé par téléphone qu'elle avait signé pour la livraison et l'avait placée directement dans tes mains cet après-midi-là. Le monde a semblé basculer sur son axe alors que les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit avec une clarté écœurante. J'ai réalisé à ce moment horrible que le confort dont jouissait Chloé pendant que je récurais les toilettes était financé par l'argent même que maman avait destiné à ma survie. Maman m'a regardé pendant un autre battement de cœur avant que son expression ne se durcisse en un masque de fureur froide et terrifiante que je n'avais jamais vu diriger contre quiconque auparavant. Elle s'est tournée vers la caissière déconcertée et a abandonné tout le chariot de courses en sachet sans une seconde pensée pour le désagrément. Nous partons tout de suite, car il y a eu un vol de grande envergure qui nécessite une attention policière immédiate. Elle m'a attrapé le bras avec une poigne d'acier et m'a pratiquement traîné hors du magasin vers le parking. Ses mouvements étaient alimentés par la prise de conscience que son autre fille lui avait menti en face pendant 6 mois pendant que je souffrais en silence. « Monte dans la voiture, Hélène, car nous retournons à cet appartement pour tirer cette affaire au clair immédiatement. »
Le trajet de retour à l'appartement fut silencieux et terrifiant, la tension à l'intérieur de la berline de luxe s'épaississant à chaque kilomètre que nous passions sur l'autoroute. Maman agrippait le volant en cuir avec une telle intensité que ses jointures blanchissaient, que je craignais que le matériau ne se fissure sous la pression de sa rage contenue. J'étais assise, paralysée, sur le siège passager pendant que mon esprit parcourait un tourbillon chaotique de confusion et d'horreur naissante concernant les 6 derniers mois de ma vie. La révélation au supermarché avait enlevé le bandeau que je portais, me laissant me demander quels autres mensonges avaient été construits pour me maintenir dans la soumission et la misère. Nous nous sommes garés sur le parking du complexe d'appartements, et maman a coupé le moteur sans dire un seul mot avant de marcher vers l'escalier avec une détermination terrifiante. J'ai peiné à suivre son rythme rapide alors que mes mains tremblantes cherchaient les clés de la maison enfouies au fond de mon sac. Nous avons atteint la porte d'entrée, et j'ai à peine réussi à glisser la clé dans la serrure avant que maman ne me pousse pour ouvrir la porte avec une force qui a fait trembler le cadre. Je m'attendais à trouver un appartement sombre plongé dans le silence pour accommoder la migraine invalidante de Chloé, mais la réalité qui nous a accueillis était une cacophonie de bruit et de négligence. Les sons agressifs d'explosions et de tirs d'un jeu vidéo retentissaient dans les haut-parleurs du salon à un volume qui faisait trembler les murs fins. Sous le chaos numérique, j'ai entendu un son qui a arrêté mon cœur net et a envoyé une poussée d'adrénaline dans mes veines. Mon instinct maternel a pris le dessus instantanément, et j'ai sprinté vers la cuisine d'où provenaient les sanglots déchirants. Je me suis figé sur le seuil en assistant à une scène qui entra mes cauchemars pour le reste de ma vie. Léo était assis sur le sol froid en linoléum à côté de la poubelle débordante, des larmes coulant sur ses joues rouges et tachées de larmes. Il serrait une croûte de pizza rassis jetée qu'il avait pêchée dans la poubelle et essayait de la mâcher pour apaiser les crampes de faim dans son petit estomac. Il a levé les yeux vers moi, de grands yeux désespérés remplis de confusion et de misère. J'avais si faim, maman, mais tati Chloé ne voulait pas se réveiller pour me préparer le déjeuner. Je suis tombé à genoux et j'ai retiré la croûte sale de ses mains avant de le prendre dans mes bras pour sangloter dans ses cheveux. Maman se tenait derrière moi sur le seuil de la cuisine et a laissé échapper un hoquet d'horreur étranglé qui s'est rapidement transformé en un grognement de pure fureur maternelle. Elle a tourné les talons et s'est précipitée dans le salon où la source de la négligence était actuellement engagée dans une bataille virtuelle. Chloé était confortablement affalée sur le canapé en cuir, portant un casque de jeu professionnel qui bloquait complètement les sons de son neveu en pleurs dans la pièce voisine. Elle criait des ordres dans son microphone tout en manœuvrant agressivement une manette avec une dextérité qui ne suggérait certainement pas qu'elle souffrait d'une migraine. Maman s'est approchée et a arraché le cordon d'alimentation de la télévision directement de la prise murale pour plonger la pièce dans un silence soudain et retentissant. Chloé a poussé un cri de surprise et a sauté du canapé en arrachant le casque de ses oreilles dans la panique. Elle nous a regardés avec de grands yeux en essayant de se ressaisir et de composer son visage en un masque de douleur. Vous êtes rentré si tôt. J'essayais juste de me distraire de la douleur dans ma tête avec un petit jeu. Son excuse est tombée à plat dans l'air lourd de la pièce alors que maman la fixait avec un regard de dégoût absolu qui aurait pu faire faner une fleur. Sans perdre un souffle en dispute, maman s'est tournée et a marché droit vers la porte de la chambre principale que Chloé gardait toujours strictement verrouillée. Chloé a grimpé par-dessus le dossier du canapé dans une tentative désespérée de l'intercepter. Mais maman était alimentée par une adrénaline irrésistible. Ne pense même pas à te mettre sur mon chemin en ce moment, à moins que tu ne veuilles expliquer à la police pourquoi un enfant mange dans les poubelles. Chloé s'est figée sur place à la mention de la police, permettant à maman de la dépasser et d'ouvrir la porte de la chambre, qui avait été laissée déverrouillée par la négligence de Chloé. J'ai porté Léo dans le couloir juste à temps pour voir maman mettre la pièce sens dessus-dessous avec une précision méthodique qui m'a terrifié. Elle est allée droit vers l'espace sous le lit king size et a sorti une grande et lourde boîte à chaussures couverte d'une couche de poussière. Chloé a laissé échapper un gémissement de défaite depuis le salon alors que maman arrachait le couvercle de la boîte pour révéler les secrets cachés à l'intérieur. La boîte débordait de reçus froissés de créateurs de luxe comme Gucci et Louis Vuitton, ainsi que de plusieurs bouteilles vides de vodka de première qualité qui coûtaient plus que ma contribution mensuelle au loyer. Maman a plongé sa main dans le tas de papiers incriminants et a sorti une élégante enveloppe noire qui avait été déchirée et jetée au fond. Elle a glissé la main à l'intérieur et a récupéré une lourde carte en titane noire qui brillait de manière inquiétante sous les lumières de la chambre. Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux, en brandissant la carte American Express Centurion qui affichait clairement mon nom en relief sur le devant. Elle a volé ta vie, une transaction à la fois, tout en te regardant récurer les sols pour survivre. La vue de mon nom sur la carte qui avait financé la vie de loisirs de Chloé pendant que mon fils mourait de faim a brisé quelque chose en moi pour toujours.
Chloé se tenait figée sur le seuil, le visage pâle comme une feuille de papier, tandis que ses yeux passaient frénétiquement de la boîte débordante de preuves à l'expression enragée de notre mère. Maman ne lui a pas donné une seule seconde pour formuler un mensonge avant de lever le bras et de lancer la poignée de reçus froissés et la carte en titane noire directement au visage de Chloé. Le papier a plu autour de sa silhouette tremblante comme des confettis, tandis que la lourde carte en métal a heurté sa clavicule avec un bruit sourd avant de tomber sur le parquet. Maman a enjambé le désordre qu'elle avait créé pour combler la distance entre elles jusqu'à ce qu'elle crie directement au visage terrifié de Chloé. « Explique-moi ça tout de suite, car je veux savoir pourquoi ta sœur récure les toilettes à 4 heures du matin pendant que tu vis comme une reine avec son argent. » Chloé a tressailli comme si elle avait été physiquement frappée, mais a rapidement essayé de retrouver son sang-froid en se redressant et en arborant son meilleur masque d'indignation vertueuse. Elle a enjambé la carte de crédit tombée avec un éternuement dédaigneux et a croisé les bras sur sa poitrine dans une posture défensive qui m'a exaspéré. Je gardais simplement la carte en lieu sûr, car nous savons tous que Hélène est émotionnellement instable après le divorce et aurait tout gaspillé en bêtises. Elle m'a regardé avec un ricanement de pur mépris, comme si j'étais la méchante dans ce scénario pour avoir découvert son vol massif. Je la protégeais de son propre mauvais jugement, car elle n'a aucune idée de comment gérer la richesse ou s'occuper correctement d'un ménage. J'ai senti une vague de fureur froide monter dans ma poitrine qui a finalement brûlé la peur et l'intimidation avec lesquelles j'avais vécu ces 6 derniers mois. J'ai avancé pour me tenir à côté de maman et j'ai pointé un doigt tremblant vers la cuisine où Léo se remettait encore de sa faim. Tu prétends que tu nous protégeais pendant que mon fils mangeait des ordures parce que tu étais trop occupé à jouer aux jeux vidéo pour le nourrir. J'ai sorti le smartphone de Chloé de ma poche, que j'avais confisqué plus tôt pour vérifier l'heure, et j'ai déverrouillé l'écran pour révéler la notification que j'avais vue quelques instants auparavant. J'ai tenu l'écran lumineux devant son visage pour qu'elle puisse voir la confirmation de transaction pour un achat de 500 € de monnaie virtuelle qui avait été traité moins d'1 heure auparavant. Tu as laissé ces chaussures tomber en morceaux et tu as refusé de me prêter 50 € pendant que tu dépensais 10 fois cette somme en pièces numériques pour ton monde fantastique virtuel. Chloé a ouvert la bouche pour argumenter, mais maman l'a fait taire d'un regard si cinglant qu'il semblait aspirer l'oxygène de la pièce. Maman a sorti son propre téléphone de son sac et a composé un numéro avec des mouvements délibérés sans jamais rompre le contact visuel avec la fille qu'elle ne reconnaissait plus. Elle a parlé dans le récepteur d'une voix d'acier absolue pour demander la présence immédiate de la police nationale à notre adresse. Elle a ensuite passé un deuxième appel à l'avocat de la famille pour s'assurer que toutes les voies légales seraient poursuivies dans toute la mesure de la loi, sans tenir compte du lien familial. Chloé a vu la prise de conscience de ses conséquences s'installer, et son arrogance s'est finalement effondrée en une flaque de sanglots désespérés et laids. Une éternité a semblé s'écouler avant que les lumières bleues clignotantes des voitures de police n'illuminent la fenêtre de notre salon et que les officiers n'envahissent l'appartement. Ils ont examiné le contraste saisissant entre les articles de luxe dans la chambre de Chloé et l'arrangement de couchage de fortune que Léo et moi avions enduré dans le salon. Maman a remis les relevés de cartes de crédit et la boîte de reçus à l'officier principal tout en expliquant la situation avec une précision calme qui masquait son chagrin. L'officier a écouté attentivement avant de s'approcher de Chloé pour l'informer qu'elle était placée en état d'arrestation pour usurpation d'identité aggravée et mise en danger d'enfant. La gravité des accusations a semblé aspirer l'air de la pièce alors que Chloé réalisait que sa manipulation avait finalement atteint une impasse. Les officiers ont saisi les poignets de Chloé pour les lui passer derrière le dos, et le clic métallique des menottes a résonné bruyamment dans l'appartement silencieux. Le son a fait disjoncter quelque chose en Chloé, et elle a commencé à crier avec une intensité féroce qui a fait gémir Léo dans mes bras. Elle a tordu son corps pour me foudroyer du regard avec des yeux noirs de haine pendant que les officiers la traînaient vers la porte ouverte. Espèce d'ingrate. Je t'ai donné un toit sur la tête, et c'est comme ça que tu me rembourses. Elle a crié des obscénités et des malédictions qui reflétaient la véritable laideur de son caractère, tout en m'accusant de ruiner sa vie par jalousie. Maman se tenait sur le seuil de la porte et regardait les officiers pousser Chloé à l'arrière de la voiture de patrouille sans verser une seule larme pour la femme qui nous avait si profondément trahis. Elle a attendu que les cris cessent et que la portière de la voiture se referme avant de livrer son verdict final à l'espace vide où Chloé s'était tenue. Tu n'es plus ma fille, car la famille ne s'attaque pas aux personnes vulnérables pour nourrir sa propre cupidité. J'ai regardé la voiture de police s'éloigner du trottoir et j'ai senti les lourdes chaînes de l'obligation et de la culpabilité se briser enfin en poussière à mes pieds. Le cauchemar était enfin terminé, et le silence qui a suivi était le plus beau son que j'ai jamais entendu. 6 mois plus tard, la chaleur oppressive de Lyon s'était transformée en une brise d'automne fraîche qui a finalement balayé l'humidité persistante et les souvenirs de mon été de misère.
Je me tenais dans la cuisine ensoleillée de ma nouvelle maison de ville et je fredonnais une douce mélodie en pétrissant une fournée de pain au levain frais sur le comptoir en granit. L'odeur de la levure qui monte et de la cannelle chaude remplissait l'air pour créer une atmosphère réconfortante qui était à des années-lumière de la puanteur de l'eau de javel industrielle qui s'accrochait autrefois à ma peau. Ouvrir ma propre petite boulangerie avait été un rêve de toute une vie que j'avais enfoui sous le poids de la survie. Mais c'était maintenant ma belle réalité, grâce au fonds que maman m'a aidé à récupérer. Léo a traversé la porte arrière en courant, de la boue sur les genoux et un sourire éclatant et contagieux qui atteignait ses yeux, ne ressemblant en rien à l'enfant affamé qui pleurait sur le sol de la cuisine. Ma meilleure amie Sophie est arrivée quelques instants plus tard, portant un bouquet vibrant de tournesol et une bouteille de jus pétillant pour célébrer mon premier mois d'activité rentable. Nous nous sommes assises sur les meubles de patio que j'avais achetés avec mon propre argent et avons ri librement sans nous soucier de réveiller une tyranne endormie dans la pièce voisine. Sophie m'a serré la main de l'autre côté de la table et m'a dit à quel point elle était fière de me voir me tenir à nouveau droite après m'avoir vu me recroqueviller si longtemps dans l'ombre de ma sœur. Avoir une amie qui offrait un soutien sincère sans rien demander en retour était un changement rafraîchissant qui a aidé à guérir les problèmes de confiance que j'avais développés. Nous avons porté un toast au nouveau départ en regardant Léo jouer dans le tas de feuilles ratissées dans le jardin, en sécurité dans une maison qui nous appartenait vraiment. Pendant que je construisais un avenir défini par la paix et la sécurité, Chloé payait le prix fort pour le style de vie volé dont elle avait profité à nos dépens. Le système judiciaire avait été assez clément pour lui accorder une peine avec sursis plutôt que la prison, mais les conséquences sociales étaient une prison à part entière. Je l'ai vue une fois depuis la fenêtre de ma voiture alors que je me rendais chez un fournisseur en gros près de l'autoroute. Elle portait un gilet de sécurité orange vif par-dessus ses vêtements et ramassait les déchets le long du bord de la route sale dans le cadre de ses travaux d'intérêt général. L'humiliation sur son visage était visible même de loin alors qu'elle embrochait des emballages de restauration rapide jetés sous l'œil vigilant d'un superviseur strict. Son casier judiciaire pour usurpation d'identité aggravée était devenu une marque infamante qui l'empêchait d'obtenir un emploi décent dans le monde de l'entreprise qu'elle idolâtrait autrefois. Elle vivait actuellement dans un hôtel bas de gamme en périphérie de la ville, car aucun propriétaire respectable ne louerait à quelqu'un avec son historique de fraude. Les amis qu'elle impressionnait autrefois avec des dîners coûteux et des cadeaux de créateurs avaient disparu dès que l'argent s'est tari et que la vérité a éclaté. Maman avait tenu parole et coupé tout contact, laissant Chloé naviguer seule dans l'hiver rigoureux de sa vie. C'était une chute tragique, mais c'était un destin qu'elle s'était forgé avec chaque mensonge qu'elle a raconté et chaque euro qu'elle a volé à son propre neveu. Je suis passé devant elle en voiture sans ralentir, car j'ai réalisé que son parcours n'était plus de ma responsabilité à réparer ou mon fardeau à porter. Je suis retourné à la boulangerie, où la cloche au-dessus de la porte a sonné pour accueillir une file de clients attendant mes pâtisseries. L'épuisement que je ressentais à la fin de la journée était maintenant une sorte de fatigue satisfaisante qui venait de la construction de quelque chose à moi plutôt que de la survie aux abus de quelqu'un d'autre. J'ai essuyé la farine de mes mains et j'ai souri en réalisant que j'avais enfin repris les rênes de ma propre histoire. L'expérience m'a appris que la confiance aveugle est un poison dangereux qui peut vous détruire, même lorsqu'il est servi par les mains de votre propre chair et de votre propre sang. La famille n'est pas un laissez-passer pour l'exploitation, et le véritable amour ne vous demande jamais de sacrifier votre dignité ou le bien-être de votre enfant pour maintenir la paix. J'ai appris que l'indépendance financière est la seule véritable forme de liberté et que fixer des limites fermes est le plus grand acte d'amour-propre que vous puissiez accomplir. Vous devez être votre propre héros, car attendre